Alors, bonjour et bonsoir donc à chacun d'entre vous, donc pour les gens de la France, pour les gens du Québec, pour les gens d'ailleurs, hein, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous salue. Alors, il est 20 heures heure de France, 14 heures heure du Québec, on est le 31 mars 2020 et je fais un petit webinaire pour objectif donc de simplement répondre aux questions que les gens peuvent avoir sur différents sujets. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, ben, vous y allez. Moi, je vais peut-être me proposer, pour commencer, pour réchauffer un peu la salle, comme on dit, de vous faire part peut-être d'une petite réflexion toute simple, en fin de compte, parce que je me suis pas, je n'avais pas nécessairement le désir de m'engager, comme je l'ai tenté à faire une conférence, puisque j'en fais déjà plusieurs, puis vous pouvez déjà en visionner plusieurs. Mais c'était un petit peu, j'ai présenté déjà, pour ceux qui ne le savent pas, donc un petit vidéo sur quelle était la raison d'être pour moi du coronavirus, c'était quoi, en quelque part, la réflexion qu'on pouvait faire, puisque les gens m'avaient posé la question, et j'avais pris le temps donc de répondre à ça avec un petit vidéo qui n'était pas très long, une vingtaine de minutes, il me semble. Et je peux peut-être simplement vous rappeler quelque part qu'actuellement, bien évidemment, on est tous un petit peu pris là-dedans, hein, c'est-à-dire que moi, comme vous, comme tout le monde, hein, on est prisonnier un petit peu, on est confiné chez soi, on n'a pas tellement de liberté pour pouvoir sortir, en tout cas, il faut le faire avec en termes de sécurité. Et puis, bien évidemment, cette réflexion-là qu'on peut se faire, c'est pourquoi. Pourquoi tout ça, d'un point de vue simplement euh, petite réflexion. En fin de compte, sans vous dire que j'ai des réponses absolument valables, hein, je veux juste vous partager une petite réflexion concernant les réseaux, hein, les réseaux de communication dans lesquels on se retrouve actuellement. Il y a énormément de réseaux de communication. Il y a Facebook, il y en a plein d'autres. Et l'Internet qui nous permet d'avoir accès à une foule de... Hein, on a accès au monde entier à travers tous ces médiums de réseaux de communication-là. Et la réflexion à se poser, c'est où est-ce que moi je me situe là-dedans? Où est-ce que je me situe? Parce qu'on parle de frontières, hein, quand on parle d'un virus. Les frontières, mais finalement, c'est quoi? C'est comment moi, je me positionne par rapport à ma propre frontière, mon propre espace. De quelle façon je me positionne par rapport au virus? Donc, finalement, qu'est-ce que je peux faire? C'est fortifier mon système immunitaire, entre autres, prendre soin de moi. Donc, déjà, c'est une hygiène de vie à quelque part de base. Puis, par rapport aux réseaux sociaux, de quelle façon que je peux me protéger aussi par rapport à ces réseaux sociaux-là. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont dangereux, mais on a maintenant accès d'une façon permanente à de l'information qui circule continuellement de l'extérieur et qui vient nous affecter. Je vous parle de ça parce qu'évidemment, avec le coronavirus, on peut certainement parler d'informations qui nous affectent parce qu'il y a beaucoup d'informations actuellement par la voie de la télévision, par la voie de YouTube, par Facebook et tout ça. Il y a plusieurs éléments stressants. Premièrement, bon, le coronavirus, son évolution, etc. Mais aussi toute l'information qui circule autour de ça, qui des fois peut être vraiment nous amener à une forme d'impuissance, à une impression qu'il y a un complot, à une impression de toutes sortes de choses. Et que tout ça, finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous enlève du pouvoir à nous. Ça nous désarçonne intérieurement. Ça nous enlève à quelque part l'opportunité de se rappeler à quelque part qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est-à-dire que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, ce qu'on cherche à développer beaucoup, c'est cette position de verticalité. La position de verticalité, c'est ma capacité à moi de me lier à l'énergie de la Terre, puis à me relier à l'énergie du ciel pour finalement qu'elle circule à travers moi. Et dans cette position-là de verticalité, je ne suis pas en train de recevoir de l'information constamment. Je ne suis pas bombardé d'informations. Hein, mon système immunitaire est dans une position de verticalité. Ma capacité de communiquer est une façon de communiquer avec moi et avec donc l'essence de l'énergie de la Terre et celle du ciel, donc de me relier donc à un équilibre d'harmonie entre la planète Terre, la nature et cette énergie du ciel. Et dans cet état d'équilibre-là, je me retrouve dans une position où je me sens connecté avec mon être le plus profond. Et dans cet état de connexion avec mon être, ben, je peux, d'une façon beaucoup plus intéressante, habiter l'espace qui est en moi, puis me reconnecter avec la vie qui est en moi, avec la vie avec le grand V. Puis donc, de cette façon-là, bien évidemment, me sentir beaucoup moins affecté par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, parce que qu'est-ce qui m'affecte finalement, c'est quand je perds cette position de verticalité. C'est-à-dire que je me retrouve dans une position d'horizontalité dans laquelle je vais me sentir effectivement victime du gouvernement, victime de la maladie, victime de ceci, victime de cela, et je me retrouve dans une position où progressivement, je deviens complètement une victime, où je n'ai plus le sentiment de me posséder. Et je pense que d'une part, la maladie, hein, le coronavirus qui est quand même un élément qui a pu nous perturber, puis toute la gestion de ça qui est autour du coronavirus a entraîné donc énormément de peur, de crainte, nous a enlevé énormément de pouvoir par rapport à notre propre vie
Et à quelque part, ben, on s'est progressivement donc mis dans une position où on s'est senti peut-être abattu. Alors, c'est une position, évidemment, qui est, qui est normale, considérant les circonstances. Puis en même temps, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a des moyens pour renouer contact avec cette position de verticalité. La pratique de l'enracinement, qui est une pratique toute simple, ceux qui peuvent y accéder, ben, peuvent le découvrir dans le site thérapie-intuitive.com. Vous avez le module 1 qui est gratuit de mon enseignement en ligne, que vous pouvez donc aller justement euh, euh, se relier donc avec cette idée que cette pratique-là, effectivement, peut nous être utile. Alors, ce sont donc si vous vous inscrivez à ce module 1-là, vous allez pouvoir donc découvrir euh, bien d'autres choses, hein, mais la pratique de l'enracinement, c'est la technique de base de préparation à la pleine conscience intuitive. C'est-à-dire que quand je me mets dans cette position d'enracinement et de verticalité, je me retrouve dans une position où je me relie à la terre et au ciel, et cette capacité que j'ai de me relier à l'énergie de la terre et au ciel fait que j'accumule en moi une présence. Et cette présence-là fait que j'apprends à focusser sur mon intérieur, puis sur ce qui se passe en moi. Et ce qui se passe en moi me fait vivre, peut-être, me fait constater que j'ai peut-être des peurs, des appréhensions, des insécurités, mais ça me fait voir aussi, quelque part, que j'ai à apprendre peut-être à être à l'écoute de tout ça, pour commencer à constater que dans mon être, il y a donc des énergies qui sont là, que je pourrais diriger vers l'extérieur, hein, manifester des peurs, manifester des angoisses, manifester toutes sortes de choses vers l'extérieur, mais que l'important, c'est de me garder dans cette position de verticalité qui va faire que moi, je vais apprendre à assumer qui je suis. Et en assumant qui je suis, ben, je risque de pouvoir justement me mettre dans une état vibratoire plus élevé que dans celui de la peur ou dans le manque ou dans l'inquiétude, je ne sais quoi. Alors évidemment, il n'y a pas de solution miracle à tout ça, hein. Je comprends qu'on puisse avoir des appréhensions et des craintes, mais la pratique de l'enracinement demeure pour moi un outil intéressant. L'autre outil que j'avais envie de vous partager très simplement, c'est que on peut simplement respirer dans notre cœur, et en respirant dans notre cœur avec un thème particulier, par exemple justement la peur, on peut simplement prendre le temps de faire une respiration dans notre cœur. Alors, cette façon de faire qu'on respire dans notre cœur, ça va favoriser la cohérence cardiaque. Alors, il y a d'autres façons, hein, que je vous invite à découvrir sur YouTube. Si vous faites respiration, exercice cohérence cardiaque plutôt, vous allez tomber sur des vidéos qui vont vous enseigner très simplement la respiration, le rythme qui est à suivre. Il y a donc des petits dessins, des petits schémas qui sont présentés. C'est très simple à suivre. Et ça peut être une façon aussi de pouvoir justement favoriser une meilleure connexion entre le cœur et la tête. Cette connexion-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle me permet, moi, de pouvoir développer une relation plus saine dans mon espace intérieur, parce que je ne suis pas uniquement dans ma tête. Malheureusement, on est beaucoup, hein, surtout quand on est dans une position de peur ou de crainte, on va beaucoup, beaucoup focuser dans notre tête, on va commencer à réfléchir, à avoir plein d'appréhensions, plein d'analyses intérieures qu'on va faire, qui vont nous rendre impuissants. Alors, quand on se connecte avec notre cœur, on se ramène justement à ma capacité à moi de me positionner par rapport à l'espace qui se trouve devant moi, par rapport à des situations, par exemple par rapport à ce que je vis actuellement. Et dans cette position-là, je suis davantage connecté avec le monde vivant qui est en moi, c'est-à-dire avec le monde intuitif, le monde sensible. Je suis capable d'être davantage connecté avec une forme d'intelligence qui est en moi. Et ça peut être vraiment un exercice très simple à faire. On peut faire ça pendant 5 minutes au besoin dans une journée, de respirer dans notre cœur. Ça peut être une façon intéressante de procéder. La pratique de l'enracinement, on va souvent encourager de la faire au moins une fois par jour, mais si on ne se sent pas bien, on pourrait la faire plusieurs fois par jour. Donc, ce sont des petits exercices que je vous propose d'expérimenter, si ça vous dit, pour donc passer à travers la situation de la façon la plus saine et la plus harmonieuse possible. Maintenant, donc, je vous avais dit que pour aujourd'hui, mais évidemment, c'est un genre de petit webinaire dans lequel je ne fais que répondre aux questions que les gens peuvent avoir. Donc, s'il y a des questions, des interrogations, ben, il me fera plaisir, évidemment, de pouvoir répondre à chacune des questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. S'il y a des questions, des interrogations, de me faire savoir et je vais chercher à y répondre, évidemment. De quelle façon? Mais par le biais de la pleine conscience intuitive, qui est une façon, finalement, on pourrait appeler ça de la clairvoyance, on pourrait appeler ça de la médiumnité, on pourrait appeler ça de l'intuition, on pourrait appeler ça, du channeling. Toutes ces façons de faire-là reposent sur quoi? Mais elles reposent sur une capacité d'utiliser pour moi le véhicule imaginaire pour voyager en moi, comme pour voyager avec un partenaire. Alors, il s'agit ici de le faire sur vous. Donc, je vais utiliser l'imaginaire pour me mettre en relation avec vous. Et en me mettant en relation avec vous, je vais capter des images, des sensations et des mots, comme si votre corps avait était des messagers, avait des messagers en lui.
Ces messagers, d'où est-ce qu'ils viennent? Ben, pour moi, ils viennent du rayonnement cellulaire, comme s'il y avait effectivement des besoins qui étaient en vous, qui s'exprimaient à travers ce rayonnement-là. Puis moi, par ma capacité de me relier à vous, je capter des images, des sensations et des mots que je vais prendre le temps donc de décrire et de donner une interprétation, puisque je vais discuter avec ces perceptions-là qui vont me donner de l'information. Et par la suite, bien évidemment, je vais chercher donc ensuite à passer à l'étape de déprogrammation, qui est de donner dans l'immédiat à ces énergies-là ce dont elles ont besoin pour les transformer. Et plus je les transforme, plus elles me donnent accès à des potentiels évolutifs qui sont en moi, que je n'avais pas eu l'opportunité d'accéder autrement. Donc, plus je déprogramme, mais plus je libère, et plus je libère, mais plus je me permets justement d'accéder à cette forme de sagesse qui va se manifester, qui va me faire voir, comprendre le chemin que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie pour un mieux-être. Puis ensuite, il y a l'action du soin qui vient comme en troisième étape en général dans la pleine conscience intuitive. Donc, trois aspects, le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et la technique de soin. Et c'est comme ça qu'on va finalement toujours procéder pour amener une forme d'information circulaire, c'est-à-dire que le décodage intuitif me rend conscient de ce qui se passe. La déprogrammation me permet de libérer les programmations mémorielles limitatives et le soin me permet de rétablir les flux énergétiques. Et à travers ces trois étapes-là, ben moi, je continue toujours à chercher à développer la pleine conscience intuitive en questionnant les perceptions qui sont présentes pour parvenir donc à amener un plus grand bien-être. Donc, il y a une question qui m'est posée à Mélissa, une question qui m'est posée par Mélissa. Faut-il avoir atteint un certain niveau de conscience pour être en mesure de faire de la pleine conscience intuitive? Ah bon? C'est une question qui m'amuse, mais elle m'amuse parce que c'est une bonne question. Puis je vais vous expliquer un peu mon point de vue là-dessus. Quand moi j'ai commencé donc, j'avais une vingtaine d'années et j'ai suivi une formation avec un guérisseur. C'est un premier stage que je suis avec lui. Et je ne savais pas trop de quoi il s'agissait quand j'ai découvert cet enseignement-là. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'était très facile pour moi de le développer. Donc, évidemment, tout de suite, les gens autour de moi m'ont mis un peu sur un piédestal, m'ont tout de suite valorisé, m'ont tout de suite fait comprendre que j'étais quelqu'un un peu comme spécial. Alors, évidemment, c'est toujours agréable de se faire dire ça, c'est toujours agréable de ressentir cette espèce d'estime qui m'était donnée, parce que j'étais quand même assez jeune, je manquais plutôt confiance en moi, donc c'était agréable de constater ça, puis j'avais un plaisir à faire ça, c'était comme pour moi très naturel, donc je me suis lancé dans l'aventure, ça a duré 3 ans, avec Ron Young, qui est le guérisseur que j'ai suivi, qui m'a beaucoup appris, et puis cet apprentissage-là qu'il m'a donné, était beaucoup relié justement à cette notion de spiritualité, de développement spirituel, etc. Puis quand j'ai fini cette formation-là, puis que je constatais combien quelque part cette notion de spiritualité, des fois, vient nous empêcher d'aller vers l'essentiel. La pratique de la pleine conscience intuitive est venue avec un désir de présenter une pédagogie pour permettre le développement de l'intuition. La pédagogie, ça veut dire quoi? Ça veut dire de quelle façon que concrètement, on peut parvenir à développer cette habileté intuitive-là chez chacun d'entre nous. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut un certain niveau de conscience? Oui, dans le sens qu'il faut un certain niveau de conscience pour devenir conscient quelque part qu'on a une certaine intelligence, une certaine forme de vie à l'intérieur de soi. Je pense que je ne peux pas m'adresser à quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là. Il faut que l'individu ait cette ouverture-là d'esprit, de se dire, ben oui, je reconnais que oui, effectivement, il y a en moi une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui m'habite et qui, quelquefois, intervient, puis je l'aperçois, etc. Donc, Mélissa, je te dirais ça comme ceci, c'est que il y a un certain niveau de sensibilité, certainement, qu'il faut avoir. Maintenant, est-ce que quand on fait appel à un certain niveau de conscience, je ne sais pas si tu fais référence au niveau spirituel, parce que souvent, on mélange la spiritualité avec l'intuition. Et puis moi, je peux dire que oui, effectivement, il y a un lien très étroit entre les deux, c'est bien évident, mais en même temps, l'être humain étant ce qu'il est, on peut facilement s'égarer. Alors, c'est pas parce que je fais de l'intuition puis que je suis capable de faire des lectures intuitives, par exemple, que je suis un être profondément spirituel. Donc, on peut vraiment faire la dichotomie parce que moi, j'ai rencontré très souvent des gens qui n'avaient pas c'était pas si relié que ça, les deux. Puis moi, à quelque part, je me suis longtemps perçu, puis encore aujourd'hui, j'ai quand même une certaine volonté de me dire, oui, j'ai une certaine spiritualité, oui, j'ai un certain regard sur la vie qui est spirituel, mais j'ai en même temps une volonté de vivre dans un contexte peut-être plus libre, moins relié donc à cette forme de conscience spirituelle. C'est peut-être dû à mon immaturité, pourrait-on dire, hein? Mais il y a quelque chose
qui est importante à bien cerner. Donc, tu vois, Mélissa me dit, oui, c'est vrai, je mélange les deux. Puis effectivement, on a cette tendance à mélanger les deux. Moi, je me rappelle une personne qui faisait du yoga, elle avait fait un week-end avec moi, puis elle m'avait dit, Sylvain, j'ai plus appris avec toi en 2 jours que toutes les pratiques de méditation que je fais depuis 20 ans pour développer la clairvoyance. Je voulais développer la clairvoyance, puis en 2 jours, j'ai plus fait qu'en 20 ans de pratique méditative. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de vouloir vous vendre l'idée que l'enseignement est extraordinaire que ce que je fais, mais c'est surtout de vous faire comprendre que quand on ne comprend pas ce qu'on fait, on attend un miracle. Et dans le développement spirituel, malheureusement, quelquefois, comme on n'a pas bien compris comment se développer l'intuition, on va attendre quelque part ce fameux miracle, et ce miracle-là ne viendra pas, hein, cette espèce d'ouverture du troisième œil, par exemple, ou je ne sais quoi. Et quand on comprend comment ça fonctionne, on commence à comprendre que c'est un jeu. Et que ce jeu-là, finalement, est attribuable à un certain niveau de conscience. Mais ce niveau de conscience-là, je vais vous le situer où est-ce qu'il se situe? Il se situe chez l'enfant. Un enfant, quelque part, quand il naît sur Terre, il n'a pas cette espèce de relation de censure avec l'imaginaire. Il se retrouve, en fin de compte, il va le développer souvent avec l'éducation et tout ça, avec les parents, parce que les parents eux-mêmes ont été éduqués à cette forme de censure. Mais il faut bien comprendre que quand on commence à comprendre que l'imaginaire, c'est une porte d'entrée vers un monde immensément vaste, animé d'une intelligence supérieure. On comprend pourquoi l'être humain a si longtemps refusé cette vérité-là, parce qu'elle est confondante. Elle est confondante parce qu'elle m'amène à constater que je ne suis pas en maîtrise de ma vie, je suis en relation avec quelque chose de plus grand que moi, et que ce plus grand que moi, ben, si je me laisse guider par lui, je risque de développer une forme de conscience plus grande dans ma propre vie. Est-ce que ça va faire de moi un être plus spirituel? Ça va me faire un être plus conscient de ça, et qui va chercher justement donc à progresser et à évoluer à travers ce cheminement spirituel-là. Ce cheminement spirituel va l'amener donc cet individu-là à reconnaître qu'il y a une forme de communication, je dirais, entre moi et l'univers. Et que quand je prends conscience de ça, bien inévitablement, il y a un niveau de conscience supérieur qui se développe, mais ça ne fait pas de moi pour... Tu sais, il faudrait définir ce que c'est qu'être un être spirituel, parce que malheureusement, actuellement, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de gens qui se disent spirituels, mais qui sont beaucoup plus dans l'esprit d'être un spirituel que dans la pratique. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre je suis spirituel et je pratique la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est normal, puisque dans la société actuelle, on met tellement d'emphase sur qu'est-ce qu'on fait et pas tellement sur ce qu'on est vraiment, qu'à quelque part, on se laisse prendre par le jeu. On se laisse prendre par le jeu de la personne, qu'est-ce qu'elle fait. Hein, qu'est-ce qu'elle met? Est-ce qu'elle a réussi? Est-ce qu'elle a ceci? Est-ce qu'elle a ça? Comme si on mettait l'emphase sur l'idée de la performance d'un individu et moins sur l'expérience de l'individu, sur ce qu'il a expérimenté véritablement. Alors, pour répondre à ta question, bien oui, finalement, oui, il y a un certain niveau de conscience, mais c'est certain que ce niveau de conscience-là n'est pas attribué, n'est pas associé, à mon sens à moi, à la spiritualité. Il est associé à cette capacité que j'ai de reconnaître quand dans moi il y a une forme de sagesse puis une forme d'intelligence, et cette capacité que j'ai d'accepter que cette intelligence-là va me guider vers sa connaissance à elle, et non pas vers la connaissance que moi, je voudrais qu'elle me donne. Et ça, c'est bien important parce que dans la spiritualité, on fonctionne avec une certaine forme de rigidité très souvent, c'est-à-dire qu'il y a un langage spirituel, des croyances spirituelles, des façons de voir spirituelles qui appartiennent à nos croyances. Et souvent, quand on aborde le domaine intuitif, on va se laisser prendre un peu dans cette volonté que l'on a de dire, ben oui, comme je suis un être spirituel, comme je suis un être intuitif, ça serait normal que ce que je perçois intuitivement et ce que je perçois dans la réalité ben, soit vraiment en parfaite harmonie. Et c'est là qu'on peut se piéger à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Mélissa. Reviens vers moi si tu veux qu'on l'on précise des choses. Ouais, mais tu vois, Dominique me dit celui qui est spirituel n'a pas besoin de le dire, mais c'est ça, effectivement. La spiritualité, quelque part, c'est quelque chose qui est, on pourrait presque dire, qui est plus de l'ordre de l'interne que de l'ordre de l'externe. Sauf que dans la société actuellement, l'externe est beaucoup mis de l'avant. On veut toujours montrer à quelqu'un quelque chose. Et c'est là on perd la position d'horizontalité. Hein. On tombe dans vraiment cette position euh, excusez-moi, on perd la position de verticalité pour tomber dans la position d'horizontalité, c'est-à-dire de constamment être en relation avec l'extérieur. J'existe parce que je suis en relation avec l'extérieur. Et si je suis quelqu'un d'extraordinaire pour l'extérieur, ben j'existe d'autant plus.
Et c'est ça un peu le piège qui est souvent associé aussi donc, à cette démarche-là. Donc, la démarche intuitive est une démarche de sobriété, une démarche d'humilité aussi, puisque moi, ça fait plus de 25 ans que je pratique et je considère que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre face à ce monde spirituel-là, justement, qui est un monde qui n'est pas accessible tant que ça, même si moi, je peux faire des lectures intuitives à des gens ou je peux me faire des lectures intuitives à moi-même, ça ne veut pas dire pour autant que je suis pleinement conscient. L'objectif de la pleine conscience intuitive, c'est de développer cette pleine conscience d'une façon toujours plus grande et plus importante. Mais on est humain et à quelque part, ben, on est confronté aussi à nos propres limites. Et c'est ça, à quelque part, qui est important de se le rappeler. On ne doit pas s'imaginer qu'on est le bon Dieu parce qu'on a une forme de développement de l'intuition, en fin de compte. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Et ensuite, la question de Valérie, la libération dont tu parles, est-ce que cela se rapproche d'un certain lâcher-prise? La libération, donc je présume, oui, ben, quelque part, le lâcher-prise fait partie certainement de cette notion de libération. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux quelque chose, hein, par exemple, actuellement, la situation qui se présente dans notre vie actuellement nous confronte parce qu'on est dans une situation où finalement le monde entier est paralysé. On va dire ça comme ceci. Donc, l'option de lâcher prise est une option intéressante. Ça ne sert à rien que je me batte contre la situation, puisque la situation me met dans une position où je suis obligé de constater qu'il y a des faits qui font que je suis paralysé. Donc, le lâcher-prise est une bonne façon de fonctionner, c'est-à-dire d'arrêter de s'accrocher, de se battre contre une réalité, puis d'accepter que la réalité elle est ce qu'elle est, et que si je lâche prise, je vais pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est une première étape certainement fort intéressante. À partir du moment que cette lâcher-prise-là est faite, bien évidemment, il y a une forme de libération par rapport à ce que j'avais en tête. Est-ce que moi, je voulais, par exemple, je voulais continuer à faire mes projets, je voulais continuer à faire toutes mes activités dans le monde extérieur. Je suis obligé de constater que je ne peux pas le faire. Donc, je suis obligé de lâcher prise. Et ce lâcher-prise-là me donne l'opportunité de vivre quelque chose qui peut être de l'ordre de la libération par rapport à ces objectifs-là et qui me donne un espace pour peut-être justement créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui n'avait pas été prévu, mais comme il y a un espace vide, un espace qui n'est plus rempli, ben je peux à ce moment-là, moi, regarder cet espace-là qui n'est plus rempli en me disant, mais de quelle façon que je pourrais progresser, évoluer, cheminer grâce à cet espace-là qui s'est libéré. Alors, c'est là qu'on devient quelque part créatif et qu'on commence justement à donner sens à une expérience. Hein, dans la vie, on sait qu'il y a des choses qu'on voudrait dans la vie, puis on n'arrive pas à les obtenir. Alors, si on se bat contre elles toute notre vie, on ne va jamais lâcher prise. Et le lâcher prise, donc, c'est vraiment une étape fondamentale. Le lâcher prise, c'est l'acceptation que la vie nous transmet un message, nous dit, par exemple, je voudrais aller à gauche, puis à chaque fois que je vais à gauche, j'ai plein d'obstacles qui font que je constate que je ne peux pas aller à gauche. Donc, le lâcher prise, c'est de dire, OK, je lâche prise par rapport au fait de vouloir aller à gauche. Et parce que je lâche prise, ça me met dans une position de réceptivité par rapport au message que l'univers me transmet. L'univers me transmet un message en me disant, tu ne peux pas aller à gauche. Et en prenant le temps, moi, de mesurer pourquoi je ne peux pas aller à gauche, en prenant le temps de mesurer quelque part qu'est-ce qui se passe, en prenant le temps d'accueillir ce qui est là, ça me permet, moi, à ce moment-là, de pouvoir mieux comprendre le message que l'univers me transmet et de pouvoir constater, bien, peut-être qu'effectivement, si je m'en vais à droite, je pourrais trouver un chemin qui me conviendrait aussi. Donc, c'est un apprentissage, finalement, qui me permet d'accéder progressivement à une libération par rapport à l'ego dans le sens de ce que moi je veux, par rapport à ce que la vie me propose. Et c'est ça un peu le mariage de la vie, finalement, c'est de trouver un équilibre entre ce que l'ego veut et ce que la vie peut me proposer comme chemin, comme voie, comme route. Et c'est dans ce sens-là que la libération vient avec ça. C'est-à-dire à mesure que moi, j'accepte justement que l'univers communique avec moi, qu'à chaque fois que je fais une action, que je fais un geste dans une certaine direction, ben, l'univers me transmet une réponse, que ce soit par le biais d'une relation d'une personne que je rencontre ou un événement qui se produit. Inévitablement, donc quelque chose qui me parle. Tout comme actuellement, collectivement, on pourrait dire qu'il y a un problème collectif qui se passe avec le coronavirus qui touche tout le monde. Sauf que chacun d'entre nous avons une façon de réagir à ça qui nous est propre. Et c'est là qu'on a un pouvoir, nous, à ce moment-là. Et c'est là qu'on doit, le lâcher prise doit être présent et qu'on doit, à partir de là, comprendre que l'événement qui se produit, qui touche tout le monde, me touche, moi, d'une façon particulière, qui est différente de la personne à côté. Et qu'à partir du moment où je comprends ça, ben, je me donne l'autorisation de me dire, mais peut-être que moi, je pourrais réagir à cet événement-là d'une façon qui est positive, qui est créative, qui est évolutive.
Et à travers ça, mais c'est là que je commence à me libérer progressivement des pièges de l'ego, parce que l'ego, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut garder le contrôle, il veut à quelque part avoir une certaine maîtrise de la vie. Et le lâcher-prise nous donne l'opportunité d'accéder à autre chose, à se dire, ben, finalement, je ne contrôle rien, et que plus j'accepte justement que je ne contrôle rien, ben, peut-être que je peux accepter d'être dans le flot de la vie. Le flot de la vie, c'est qu'est-ce que la vie me donne, hein, qu'est-ce qu'elle me met, qu'est-ce qu'elle me propose sur son plateau d'argent. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle me propose sur mon plateau d'argent? Qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'identifier de ce qu'elle me propose? Hein, je peux voir uniquement le sombre, par exemple, de la vie, hein, des événements de la vie, ou je peux également voir ce qui est positif et essayer de tendre vers ce positif-là. Et c'est comme ça que progressivement, on arrive à une certaine forme de libération, je dirais, Valérie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais n'hésitez pas, hein, je vais donc répondre. Donc voilà, Valérie me dit donc finalement oser sauter dans l'inconnu. Oui, puis c'est intéressant cette idée de sauter dans l'inconnu parce que dans la pratique intuitive, une des principales difficultés dans le développement de l'intuition, que ce soit pour moi ou que ce soit pour un partenaire, c'est justement ce saut dans l'inconnu. Pourquoi je dis ça? Il y a un excellent livre d'ailleurs sur ce sujet-là qui s'appelle Se libérer du connu de Krishnamurti, que c'est un bon livre. Moi j'aime beaucoup, c'est un petit livre très sympathique à lire, qui a l'air de rien, mais qui est vraiment très profond, qui nous amène à une réflexion sur comment notre mental déteste justement l'inconnu. Et comment nous, en tant que cerveau, on cherche constamment à se référer à notre connu. Et que ça nous sécurise ce connu-là, et que le fait que ça nous sécurise, ben, quelque part, ça nous rend figés en tant qu'être humain. C'est pour ça que c'est intéressant de se rappeler l'intelligence émotionnelle ou la cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Longtemps, on a pensé que le mental c'était un gros intellect. Nos fonctions, quelque part, qu'est-ce qui faisait qu'on était intelligent? C'est qu'on avait un gros QI. Hein? Le QI, finalement, déterminait l'intelligence d'un individu. Puis avec le temps, on a constaté que le QI était un élément très important, c'était donc l'intelligence cérébrale, mais qu'il y avait une autre intelligence qui était très importante, qui était l'intelligence émotionnelle. Puis l'intelligence émotionnelle me ramène à quoi? Elle me ramène à mon cœur. Elle me ramène donc au développement de la cohérence cardiaque qui fait que le cœur a des rembranchements avec le cerveau qui sont importants et qu'à travers donc la respiration, à travers la respiration dans le cœur ou des techniques respiratoires, on arrive justement à permettre une meilleure communication entre le cœur et le cerveau de prendre forme. Et que dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me met dans une position où j'accepte davantage ce qui se passe dans ma vie. Mettons dans une situation, il y a 10 personnes devant moi, et au lieu, quelque part, de vivre dans mon passé par rapport à ce qui se passe autour de moi, de commencer à interpréter les situations de la vie avec mon regard de ce que j'ai vécu dans ma vie, je vais prendre le temps d'observer ça avec une forme d'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est de regarder quelque part ces gens-là, quelque part, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont là, et de quelle façon que je peux collaborer avec eux. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité que j'ai de ne plus voir les autres comme des gens que je vais utiliser, mais de voir ces gens-là comme des ressources avec lesquelles je vais pouvoir collaborer. Et cette intelligence-là, quelque part, émotionnelle, nous amène vers la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est cette capacité aussi que mon cœur et mon cerveau connectent ensemble et qui fait que je suis plus dans un instant présent, je suis plus connecté avec ce qui se passe réellement, je suis plus connecté avec mon ressenti, avec mon vécu, je suis plus connecté aussi avec le ressenti, le vécu de l'autre, et je peux mieux échanger, mieux partager. Je suis plus intuitif aussi parce que je suis plus connecté avec mon être profond, ce qui veut donc dire quelque part que je peux mieux collaborer. Et les gens qui ont développé la cohérence cardiaque, il faut bien savoir qu'au début, la cohérence cardiaque, c'était quoi? Mais c'est d'abord et avant tout, il faut se rappeler des pratiques yogiques, respiratoires yogiques, qui, eux, déjà disaient que la respiration permettait la libération, permettait le bonheur, permettait d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Et la cohérence cardiaque a repris un petit peu cet enseignement ancestral-là parce qu'ils ont pu démontrer que, alors qu'on ne le savait pas, que le cœur avait des ramifications avec le cerveau, et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre en lumière que la respiration permettait cette meilleure communication-là. Et cette meilleure communication nous rend justement plus conscients de qui on est, plus conscients des autres. Et les gens qui ont développé tout le concept de la cohérence cardiaque mettent en évidence que la transformation collective, elle pourrait passer par là. C'est-à-dire que si tout le monde commençait à pratiquer la cohérence cardiaque, ça voudrait dire que chaque être humain aurait un certain niveau de fréquence, et cette fréquence-là induirait une fréquence chez les autres êtres humains, et que finalement tous les êtres humains se transformeraient de cette façon-là, puisqu'on aurait, on aurait la capacité d'amener chacun d'entre nous à développer un état de cohérence cardiaque de plus en plus élevé.
Alors, vous voyez, c'est ça un peu l'idée de base, mais c'est quand même intéressant de pouvoir donc réfléchir à cela. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Valérie, mais tu pourras me revenir, bien sûr, puis on regardera ça un peu plus en détail pour approfondir là-dessus. Il y a Robert qui me dit parfois je marche et je dialogue intérieurement sur ce que je vis. Je me pose des questions et j'y réponds. Est-ce équivalent à faire de la déprogrammation? Non. Non. En fin de compte, euh, c'est une question qui est intéressante parce que ça met en évidence, effectivement, ça me permet de préciser les choses. Le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, déjà en partant, euh, la pratique de l'enracinement pour commencer. La pleine conscience intuitive propose toujours de commencer par une pratique de l'enracinement. Pour quelle raison? Elle nous met en condition. C'est-à-dire que moi, je suis un être. Si j'ai mes deux pieds sur le sol et que j'accepte que l'énergie de la Terre circule dans mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes hanches, mon chakra sacré, mon chakra solaire, mon chakra du cœur, en faisant ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me rendre vibrant, de faire que mon antenne devienne vibrante, que l'énergie de la Terre, qui est un champ électromagnétique, puisse se répandre dans tout mon corps et me connecter davantage à cette capacité que j'ai de me nourrir de l'énergie de la Terre pour finalement charger mes batteries intérieures d'une vitalité nouvelle qui va me permettre de me sentir plus en sécurité, plus en confiance, plus dans une position de force face à la matière et plus capable de me réaliser dans le monde terrestre. Ma capacité à me relier à l'énergie du ciel va me mettre en relation davantage avec une capacité que j'ai au niveau de mes cellules d'absorber la lumière solaire, entre autres, et d'absorber les influx électromagnétiques du cosmos pour permettre justement à cette énergie du ciel de descendre jusqu'à mon cœur. Et en faisant cet exercice-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je me retrouve dans une position de verticalité où la Terre et le ciel vont circuler en moi, me permettant de développer mon chakra du cœur. Mon chakra du cœur, c'est à quelque part l'organe qui va me permettre de développer mon habileté intuitive. Alors, quand on sait que l'intelligence émotionnelle, la cohérence cardiaque mettent en évidence que ça permet de développer l'intuition que d'être dans l'intelligence émotionnelle, dans la cohérence cardiaque, on comprend ici que la pratique de l'enracinement me permet d'amplifier mon chakra du cœur, me permet de favoriser une cohérence cardiaque et me permet de commencer à comprendre que dans mon cœur, il y a une zone de sensibilité extrême qui est là. Il faut savoir que le thymus, qui est un organe important, est relié au système immunitaire. Et puis pour moi, j'ai toujours pensé que le thymus était un organe qui me permettait de reconnaître ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que si moi je développe mon cœur et que la lumière de mon cœur se développe et se dirige vers mon genou, cette lumière-là qui va se répandre dans tout mon corps va mettre en évidence toutes les facettes de moi dans lesquelles je ne suis pas en accord avec moi-même. La première chose qui va apparaître de cette lumière-là, c'est souvent les perturbations, les désordres, les endroits dans lesquels je ne suis pas en accord avec moi-même. Donc, c'est intéressant de comprendre que cette lumière-là me permet donc de révéler à mon être profond où est-ce que je suis en désaccord avec moi-même. Pourquoi je parle de ça, Robert? C'est parce que justement, cette pratique de l'enracinement est déjà une première étape pour me mettre dans une position où mon corps est dans une forme d'harmonie avec lui-même d'une façon plus importante. C'est-à-dire que mon cerveau, mon cœur, mon corps se trouvent dans un alignement. Et dans cet état d'alignement-là, déjà, j'ai une relation différente avec mon être, ce qui veut dire que ça me permet d'être dans une position plus favorable à développer mon habileté intuitive. Donc ça, c'est une première chose. Parce que quand tu me dis je marche et je dialogue intérieurement sur ce que je vis, je pourrais être complètement prisonnier de mon espace mental, par exemple, et je pourrais marcher et dialoguer intérieurement avec mon vécu, mais dans une forme de tension qui serait reliée à ma tête. Donc, je ne serais pas dans une position favorable pour me retrouver dans une position de témoin. Parce que la position de l'intuitif, c'est la position du témoin. Le témoin, qu'est-ce que c'est? C'est cette position où je suis en état de verticalité et je peux me mettre en retrait comme un témoin, comme un être méditant. L'être qui médite, justement, observe ce qui se passe en lui. Et quand il est capable d'observer ce qui se passe en lui, il est capable d'être, donc, finalement, capable d'interagir avec ce qui se passe en lui. C'est là qu'on peut aborder la notion de décodage intuitif. C'est-à-dire que moi, si je mets de la lumière dans mon genou et que je vois apparaître des images de moi à l'âge de 8 ans dans mon genou, ben moi, dans ma position de témoin, je peux discuter avec cet enfant de 8 ans. Je ne suis pas dans une position de témoin, je ne peux pas discuter avec l'enfant de 8 ans parce que je suis cet enfant-là. Je ne sais pas si tu voyez la différence. Donc, l'idée de faire, quand on veut faire un travail intuitif, ce serait la bonne façon de faire, ce serait pratiquer l'enracinement, bien se comprendre, reprendre la position de témoin et de chercher justement à se mettre en retrait par rapport à une démarche intuitive. Ce qui ne veut pas dire par contre que ce que tu fais, Robert, n'est pas une démarche qui peut être intuitive.
mais en même temps, quand on veut développer son intuition, c'est la façon de faire que je viens de nommer. Et ce qui est important de comprendre aussi par rapport à ça, c'est que là, on parle d'une démarche intérieure, développer mon intuition pour moi-même. Mais quand on veut développer l'intuition pour travailler sur quelqu'un d'autre, c'est d'une évidence, ça devient encore plus évident cette notion de pratique d'enracinement, parce que la pratique d'enracinement, qu'est-ce qu'elle me permet de faire quand je veux faire une lecture intuitive sur une autre personne? C'est que l'enracinement me permet d'être dans une position de verticalité. Et dans cette position de verticalité, je ne suis pas en train de lui projeter à mon partenaire plein d'informations. Je ne suis pas en train de lui dire ah, je sens qu'elle est timide, qu'elle n'est pas connectée avec elle-même. Vous voyez, on va lui projeter plein d'impressions, parce qu'on a l'impression, à quelque part, que notre tête a analysé la personne par notre analyse intellectuelle. Mais si on est dans une position d'intuition, on ne va pas chercher à analyser avec notre tête ce qui se passe. On va chercher vraiment à faire confiance à ce soleil rayonnant lumineux dans notre cœur. Et c'est lui qui va nous permettre justement de se rendre réceptif à notre partenaire. Et pourquoi c'est important de lui faire confiance à cette énergie du cœur? C'est que cette énergie du cœur, pour moi, est une énergie donc reliée à l'imaginaire, c'est-à-dire que c'est un véhicule. Hein, ma conscience se dirige vers mon partenaire par le biais de mon imagination. Et cette capacité que j'ai de me relier à mon partenaire avec le support imaginaire me permet de me relier à des informations qui sont différentes que ce que ma tête pourrait me donner comme information. Et c'est là que je vais découvrir qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui va me surprendre par la présence des images, par la présence des sensations, par les présences des mots qui vont se manifester à moi. Et c'est là que je vais commencer à comprendre que la pratique de l'enracinement me permet, à mon sens à moi, de pénétrer dans un univers que les physiciens appellent l'univers superlumineux, c'est-à-dire un univers dans lequel les particules vont plus vite que la lumière, que moi, je ne suis pas capable d'observer avec les yeux physiques, mais que quand j'ai les yeux fermés, quand je me mets en relation avec quand je me mets dans une position d'enracinement et que j'accepte justement l'idée que dans mon cœur, il y a un véhicule qui est là, qui me permet de voyager en moi et qui me permet de voyager dans cet univers super lumineux-là, ben je commence à comprendre quelque part que j'accède à une somme d'informations qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus vastes que tout ce que j'avais pu imaginer auparavant. Et c'est après avoir fait ce travail de décodage, de discussion avec ces perceptions que je vais avoir dans cet univers subtil-là, que je vais pouvoir passer à l'étape de la déprogrammation. Et là, l'étape de la déprogrammation, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager la chose, c'est que moi, par exemple, je pourrais voir un enfant de 8 ans qui s'est abandonné dans mon champ énergétique. Cet enfant de 8 ans, de quelle façon je vais le déprogrammer? C'est d'abord avant tout en comprenant pourquoi il se sent abandonné, donc en comprenant son expérience. Et à partir du moment que j'ai compris son expérience, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Donc, dans l'immédiat, de quelle façon que je peux t'aider pour que tu puisses justement ne plus être dans l'expérience d'abandon. Et en faisant ça, ça veut donc dire que moi, par le biais du véhicule imaginaire, je vais pouvoir créer dans l'imaginaire une intention qui va pouvoir être dirigée vers cet enfant-là et qui va amener une transformation chez lui. Et c'est ça qui est important de comprendre. La déprogrammation, c'est ça qui est intéressant, c'est que si j'ai un pouvoir, une intention, que je mets de l'énergie dans ma perception et que je lui envoie à cet enfant-là cette information dont il a besoin, je vais constater que l'enfant va se transformer à mes yeux, sous mes yeux, et il va y avoir de nouvelles informations qui vont se manifester à moi, qui vont m'informer justement du potentiel évolutif qui est derrière cette perception-là. C'est-à-dire que moi, si je suis identifié au fait que j'ai été abandonné à l'âge de 8 ans, et je suis convaincu que j'ai été abandonné, puis pauvre de moi, toute ma vie va être comme ça, je vais être abandonné toute ma vie, bien évidemment, je ne pourrais pas me déprogrammer. La déprogrammation va passer par le fait que j'accepte que je suis dans une position de témoin et j'accepte que la mémoire qui est là, qui est reliée à l'abandon que j'ai vécu à l'âge de 8 ans, peut donc être déprogrammable par la capacité que j'ai de lui donner tout ce dont elle a besoin pour ne plus être limitée dans sa programmation, dans ses limitations. Et c'est là que je vais commencer justement à défiger l'information et à lui permettre de me dévoiler les ressources, les potentiels évolutifs qui sont derrière cet état-là. Quand l'état n'est plus justement relié à je me sens plus abandonné, mais je deviens autre chose. Je deviens un Sylvain qui n'est plus dans l'expérience de l'abandon. Je deviens un Sylvain qui me montre finalement des ressources qu'il n'avait jamais entrevues. Pourquoi ils n'avaient jamais entrevues? Mais parce qu'il n'avait jamais, s'était jamais donné l'autorisation de ne pas être dans l'expérience de l'abandon. Alors, quand il n'est plus dans l'expérience de l'abandon, il accède à autre chose. Et c'est là, évidemment, qu'on se rend compte que la déprogrammation va nous permettre de nous révéler à nous-mêmes des potentiels évolutifs qui nous dépassent souvent, qui peuvent nous indiquer quelque part qu'on est en train de cheminer, d'évoluer, de progresser, de se transformer vers une voie plus évolutive et plus positive. Alors, c'est ça un peu que j'avais envie de rappeler par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça, Robert. Je vais regarder s'il y a des questions. Je reviendrai peut-être sur ça. Robert, si tu as envie de revenir là-dessus.
Ça peut être intéressant de voir si j'ai répondu à ta question par rapport à ça. Sophie me dit, je sais que l'enracinement et la respiration dans le cœur sont essentiels. Qu'est-ce qui empêche de mettre résolument à la pratique? Bien évidemment, ça touche l'amour de soi dans un premier temps. C'est sûr que l'amour de soi, on vit dans une société où tout va trop vite. C'est pas compliqué. C'est intéressant parce qu'actuellement, on est un petit peu confiné chez soi. Alors, c'est une belle occasion de faire face au vide intérieur. Le vide intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est ce manque d'amour qu'on a pour soi-même. Faut pas le cacher autrement. C'est-à-dire que moi, je suis constamment en agitation dans ma vie, puis que là, je me retrouve dans une position où je suis confiné chez moi, et que je suis triste, et je me sens complètement désemparé parce que j'ai l'impression que ma vie est vide, parce que j'aime être dans l'activité. Ben, c'est évident que ce vide-là que je suis en train d'expérimenter est un appel que mon corps me fait pour me dire, ben, Sylvain, tu aurais peut-être l'avantage de poser un regard sur ce vide-là qui est en toi, parce que ce vide-là peut être envie de te dire quelque chose. Et souvent, le vide, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est j'ai peur. J'ai peur de m'habiter. J'ai peur d'être présent à moi. J'ai peur de reconnecter avec la vie qui est en moi. J'ai peur de renouer contact avec ce que je suis vraiment. Et pourquoi on a peur? Mais parce que socialement, on ne nous a jamais enseigné, on ne nous a jamais valorisé l'idée qui était une bonne chose d'être relié à soi, d'être en harmonie avec soi, d'être vivant avec soi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas été habitué, qui ne nous a pas été enseigné. Donc, c'est certain, Sophie, que l'idée de te mettre à la pratique de l'enracinement et la respiration, c'est quoi? Ça veut donc dire de prendre une pause et de te faire le cadeau de te donner du temps. Le cadeau de te donner du temps. Un temps que tu pourrais juger inutile aussi. Parce qu'on vit dans une société de performance. La performance, c'est si quelqu'un te dit, ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, ben j'ai médité. Ah oui? Ah. Ou je me suis enraciné. Ou j'ai fait de la cohérence cardiaque. Vous voyez, si on ne donne pas de la valeur à tout ça, c'est évident qu'on n'est pas dans une expérience valorisante. Et l'autre chose qui est importante, c'est que cette expérience qui nous relie à nous-mêmes nous confronte parce qu'elle nous ramène vers une souffrance, elle nous ramène vers de la douleur, nous ramène vers une forme de solitude, nous ramène à des blessures émotionnelles qui peuvent être en soi, qu'on cherche à éviter. Parce qu'évidemment, dans la performance extérieure, on est dans une position où on peut éviter de se connecter avec ça. Alors moi, je pense que c'est ça qui explique beaucoup la difficulté qu'on a tous, et je m'inclus là-dedans, de prendre le temps de s'arrêter. Parce que ce temps-là de s'arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de pénétrer dans notre monde intérieur, et dans ce monde intérieur-là, il y a des inconforts qui peuvent exister. Puis on n'a peut-être pas tout le temps envie de se connecter avec ces inconforts-là, parce qu'ils nous limitent justement dans cette idée quelque part euh, de fonctionner normalement. C'est-à-dire fonctionner normalement, c'est fonctionner comme tout le monde. Hein, fonctionner comme tout le monde, mais tu sais, dans la vie, c'est pas drôle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a plein de contraintes à lesquelles on s'est habitué de faire, parce qu'à quelque part, la société nous a habitués à devoir se faire à vivre plein de contraintes. Et ces contraintes-là, quelque part, nous donnent une forme de valorisation parce qu'on a l'impression d'être un peu comme tout le monde. Mais à partir du moment qu'on commence à faire de l'enracinement, de la respiration dans le cœur, ben, on risque de reconnecter avec notre individualité, avec notre essence fondamentale, de nous rappeler quelque part qui on est, de nous rappeler qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire, que les autres font naturellement, puis qu'on nous a toujours dit de faire, nous, naturellement, mais qu'on n'a peut-être pas envie de faire. On n'a peut-être pas envie de faire ces choses-là. Donc, on est dans un apprentissage où on reconnecte avec l'idée que notre vie, elle mérite mieux. Elle mérite mieux quelque part que ce qu'on s'est donné jusqu'à maintenant. Alors tout ça, évidemment, c'est bouleversant parce qu'on commence à se rendre compte que si on commence à exister comme on le voudrait, on va faire des changements qui vont nous amener à une forme d'individualisation, donc à une forme de solitude. L'individualisation, ça implique que moi, je reconnecte avec qui je suis moins en relation avec l'extérieur, je suis plus en relation avec moi, et je me renforce au point de reconnaître que j'ai envie, moi, d'être heureux, j'ai envie d'être bien, j'ai plus envie d'être tout le temps en harmonie avec l'extérieur pour me conformer à l'extérieur, j'ai envie d'être moi. Alors, vous voyez, c'est ça un peu qui peut être quelque chose qui peut être une difficulté à rencontrer. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, Sophie, par rapport à ça. Alors, vous ne posez pas de questions personnelles comme telles, donc je me mets dans une position où je réponds d'une façon plus générale. Si c'est quelque chose de plus personnel que vous voulez, ben dites-le moi d'une façon plus précise pour qu'on puisse aborder la chose d'une façon plus précise également. Il y a l'eau, LAU, qui me dit, peut-il arriver de se bloquer, de refuser cette connexion avec l'univers dès qu'on commence à la ressentir, comme si on ne s'autorisait pas à recevoir? Absolument. Je pense que dans la pratique d'enracinement, on observe deux choses. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le monde, avec l'énergie tellurique de la Terre,
très à l'aise, c'est-à-dire qu'ils sont très à l'aise à faire venir l'énergie de la Terre, sont confortables dans ça. Ce sont des gens qui sont souvent dans la sécurité, ce sont souvent des gens qui sont dans la matière, qui sont à l'aise dans la matière et qui aiment le concret et le tangible. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup moins à l'aise avec l'énergie de la Terre parce que justement, ils ont l'impression que l'énergie de la Terre, elle est lourde, elle est pénible, elle les embourbe, elle les empêche d'avancer. Alors vous voyez que cette relation qu'on a avec l'énergie de la Terre déjà nous indique notre façon à nous de concevoir comment on interagit avec le monde matériel. Et l'énergie du ciel, même chose, on peut sentir un sentiment de confort avec l'énergie du ciel qui indique bien qu'on est donc dans la sphère intellectuelle, qu'on est créatif, qu'on aime beaucoup le virtuel, on aime que les choses arrivent rapidement, on aime à quelque part le monde des idées, donc ça va vite, etc. Et il y a des gens qui ne sont pas à l'aise du tout avec l'énergie du ciel parce qu'ils ont peur justement de l'inconnu, ils ont peur quelque part de perdre le contrôle, ils ont peur justement de la spiritualité, ils ont peur de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, etc. Vous voyez, alors, c'est déjà en quelque sorte, quand on commence à découvrir simplement par le biais de l'enracinement, on comprend le temps de ressentir comment on expérimente les terres et le ciel. Déjà, ça nous donne des informations à savoir de quelle façon que nous-mêmes, on peut refuser l'une ou l'autre. Puis il faut comprendre que ces deux énergies-là, lorsqu'on les assume pleinement, elles nous mettent en relation avec une grandeur. Et cette grandeur-là nous fait peur. Pourquoi? Mais parce que, socialement parlant, on ne nous a jamais autorisé, on n'a jamais autorisé chacun d'entre nous à reconnaître qu'on était divin, qu'on était grand, qu'on était une splendeur. On ne nous a jamais enseigné ça. Donc, on est beaucoup plus habitué à finalement se réduire notre valeur. Puis, quelque part, si on se reconnecte avec cette valeur-là qui est grande et qui est immense, bien, ça veut dire à quelque part qu'on devient, on devient à quelque part quelqu'un qui assume sa grandeur. Et assumer sa grandeur, j'ai beaucoup de gens qui vont dire, ah, ben, cette personne est prétentieuse, elle se prend pour une autre. Alors, on a peur de ça souvent parce qu'on craint de se faire juger. Donc, on va se priver souvent de notre grandeur en se disant, ben là, il ne faut surtout pas que je sois grand, il faut que je sois comme tout le monde, il faut que je fasse le bruit. Alors que finalement, peut-être que si on était tous grands, on serait tous capables d'assumer qui on serait capable de se dire les vraies choses, on serait capable de collaborer véritablement, parce qu'on ne serait pas dans une situation de rapport de force, on serait dans un rapport de communauté et de collaboration, tout comme on a vu avec la cohérence cardiaque, c'est-à-dire cette volonté que l'on a à ce moment-là de se tendre la main et de tous ensemble faire en sorte que le monde devienne un monde meilleur. C'est ça un peu l'idée de ça aussi. Donc, Lo, si tu as des questions par rapport à ça, tu n'hésites pas à me le faire, à me le dire aussi. Le Véry qui me dit, oui, tout à fait, ok, c'est bon. Émilie qui me dit, et comment faire quand notre mental prend toute la place dans ces périodes de vacuité? Ben, premièrement, je reviens avec la position de témoin. La position de témoin nous enseigne quoi? Elle nous enseigne que je m'observe. Première étape, je m'observe. Alors, je m'observe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'observe que mon mental prend toute la place. Alors, je m'enracine et je développe la position de témoin qui me permet d'observer que mon mental prend beaucoup de place. Ensuite, je m'adresse à mon mental et je lui dis, mental, pourquoi tu prends beaucoup de place? C'est quoi le message que tu veux me communiquer? Alors, on commence à comprendre ici la position de témoin et la position de communication. C'est-à-dire que moi, je me mets dans une position de témoin parce que ça me permet, moi, de pouvoir parler avec une facette de moi qui est mon mental dans ce cas-ci. Et dans cette position-là de témoin où je peux communiquer avec mon mental, je peux échanger avec lui. Et si j'échange avec lui, bien, mon mental peut me répondre. Et je peux donc développer une véritable relation avec lui, une véritable communication qui risque de m'apporter justement une compréhension de la raison pourquoi mon mental prend toute la place. Et c'est là, quelque part, qu'on commence à comprendre que mon mental prend toute la place parce que, par exemple, Émilie, hein, on pourrait penser peut-être que le mental prend toute la place parce que, justement, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. On a l'impression qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait faire plus. Et c'est là qu'on tombe dans une position, à quelque part, où on se dit, je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus, mais pourquoi? Mais parce que, quelque part, je ne m'accueille pas dans ce que je suis capable de faire présentement. Je voudrais faire plus, je voudrais faire mieux, parce que je n'accepte pas, je voudrais être mieux. Alors que si on accepte qui on est, on peut faire ce qu'on est capable de faire dès aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans une position de jugement et de critique et d'évaluation de ce qu'on pourrait faire, on l'accorde, on l'accueille. Et parce qu'on l'accueille, on le fait, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a une piste là-dedans, Émilie, concernant cette façon que ce que tu me décrivais au niveau de ton mental, qui prend toute la place dans cette période de vacuité. Tu me reviens évidemment, Émilie. Il y a Robert qui me dit, oui, tout à fait, comme on ne peut pas s'enraciner à chaque instant, peut-on arriver à s'enraciner rapidement lorsqu'on rencontre des gens, par exemple? Donc, l'idée de l'enracinement, quelque part, c'est qu'on pourrait, on fait un enracinement un peu plus long, une fois par jour, qui est le matin en général. Puis par la suite, tout au long
de la journée, on peut s'enraciner beaucoup plus rapidement dans toutes sortes de circonstances et de situations. Plus particulièrement lorsqu'on se retrouve dans une position de déstabilisation. Dans les relations, par exemple, c'est fréquent. Moi, je suis là et une personne arrive et la personne, quelque part, m'envoie des choses. Elle n'est pas dans une position de verticalité, elle est dans une position d'horizontalité. Donc, elle m'envoie des informations qui peuvent me perturber. Donc, moi, je peux me laisser prendre par cette perturbation-là parce que quelque part, je ne me sens pas suffisamment solide sur mes deux jambes. Alors, souvent, qu'est-ce qui va être pour conseiller de faire? C'est qu'on va dire, ben, si on va aux toilettes, par exemple, ou pendant qu'on parle avec la personne, de chercher à se relier de nouveau à notre enracinement, ça va nous aider. Moi, ce que je pense qui est souvent intéressant dans des situations où on vit des colères, des frustrations, des mécontentements, plutôt que de vivre ces états émotionnels-là d'une façon straight, je dirais, d'une façon naturelle, on peut prendre le temps de s'enraciner tout en vivant l'émotion, mais en expérimentant l'enracinement qui peut nous amener justement à renouer contact avec une position de témoin qui va nous permettre de pouvoir mieux échanger avec notre être profond, avec nos émotions et de pouvoir mieux s'en dégager aussi. Donc, ça peut être une belle façon de procéder. Puis évidemment, quand on sait que les êtres, souvent, les rencontres qu'on fait avec les gens, souvent il y a des manipulations qui peuvent s'effectuer parce qu'il y a des gens qui vont effectivement nous émettre beaucoup d'informations vers soi, ben nous, à quelque part, dans une position d'enracinement, on risque de se retrouver dans une position où on va être moins manipulable. Parce qu'on va être plus connecté avec soi, et puisqu'on est plus connecté avec soi, on va être plus capable d'assumer qui nous sommes et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas dans la relation. Maintenant, ce n'est pas toujours facile d'arriver à ça, et des fois, on va succomber, on va vivre des échecs, je dirais. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que ces échecs-là sont des moyens pour nous de continuer à grandir et à évoluer. Et que dans notre petit journal intime, on peut prendre le temps de dire, mais aujourd'hui, comment ça s'est passé? Ah, ben, ça s'est mal passé, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai perdu complètement je me suis fait manipuler par cette personne-là, elle a fait un peu ce qu'elle voulait avec moi, je me sentais ridicule, etc. OK, c'est bon, ça arrive des fois qu'on puisse ne pas être à la hauteur de ce qu'on aimerait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien là, c'est là qu'on peut revenir avec la pratique de l'enracinement. On peut refaire l'exercice de pleine conscience intuitive si on en a envie. On peut discuter avec les blessures qui ont été vécues à travers ça pour apprendre justement à faire la paix avec soi et constater que plus on est en harmonie avec soi, plus on est en accord avec soi, plus on est en état de paix avec soi, même si on a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais plus on va pouvoir passer à une autre étape. Plus on est en conflit avec ce qu'on a vécu, par exemple, je m'en veux, 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 mais peut-être que dans 2 mois, je vais encore m'en vouloir. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fige les choses. Plus on vit dans un état de rejet avec quelque chose qu'on a vécu, plus on va finalement répéter, répéter, répéter l'expérience. Et ça me fait penser au lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est quoi? C'est j'accepte à quelque part que j'ai, par exemple, pas été à la hauteur. Aujourd'hui, j'aurais aimé être à la hauteur dans ma relation avec cette personne-là. Je ne l'ai pas été. Je lâche prise. Je lâche prise, je ne l'ai pas été, j'ai été autre chose. Mais cette autre chose-là, finalement, qu'est-ce qu'il avait à me dire? Pourquoi j'ai été cette autre chose-là? De quelle façon que je peux justement collaborer avec cette autre chose-là pour me rendre plus fort, plus solide. Et c'est là qu'on commence à comprendre que la pleine conscience intuitive n'est pas une transformation immédiate, c'est un processus d'accompagnement qu'on se fait avec soi-même pour amener une transformation de plus en plus riche et de plus en plus profonde. Donc c'est ça qui est peut-être l'intérêt aussi de se rappeler cela. Donc Robert, tu me reviens là-dessus s'il y a des commentaires. Bonjour Marguerite, j'espère que tu vas bien. Sophie, le temps, j'en ai, mais je préfère ne rien faire. C'est peut-être ce que tu as dit que je ne veux pas aller voir, qui pourrait me faire mal. Bien, Sophie, la meilleure façon d'aller vérifier ce que tu viens de me dire, c'est d'aller voir. Alors, le défi que je te lance, c'est de t'asseoir, de prendre le temps de t'enraciner et le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe en toi. Puis ensuite de te dire, ah ben tiens donc, j'ai vécu telle chose, j'ai vécu telle chose, j'ai vécu quelque chose. Et de cette façon, tu vas pouvoir parvenir à apprivoiser ce que tu vis à l'intérieur de toi-même. Je ne te dis pas que ça va amener une transformation, mais je te dis à quelque part, ça va t'amener à amener une forme de réflexion sur le travail que tu es en train de faire sur toi-même. Et cette réflexion-là, elle peut être intéressante parce qu'elle te permet justement de pouvoir ne plus être dans une forme d'hypothèse intellectuelle, mais plus dans une expérience qui va t'amener à te dire, ah, ben c'est vrai que j'ai constaté que j'avais vraiment peur, j'ai eu telle réaction, et qu'est-ce que je fais avec ça? Ben là, c'est là qu'on va commencer à tendre la main vers soi. Alors c'est vrai que j'ai peur, mais de quelle façon je peux avoir moins peur, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est toujours cette notion d'apprentissage, d'apprivoisement qui est là. La pleine conscience intuitive,
c'est un voyage à quelque part qui va être un grand voyage si progressivement on se dégage, on s'allège de toute cette histoire de vie qui nous empêche d'avancer, progresser. Et plus on fait ça, ben plus on se sent libéré, plus on se sent un peu comme un papillon qui va se transformer puis qui va accéder au ciel. Alors je pense que c'est ça un peu qui est l'expérience. Puis dans ce sens-là, ben, s'accompagner, ça veut dire quelque part s'apprécier, ça veut dire s'aimer, ça veut dire se donner tout ce qu'il faut pour pouvoir s'accompagner. Alors, Sophie, tu peux dire, ben voilà, je vais pas voir ce qui se passe en moi, c'est un constat. Je pourrais me dire, mais tiens, je pourrais aller vérifier un petit peu pourquoi c'est là, puis y aller doucement, puis à ton rythme, puis doucement, ben, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise à aborder le sujet, puis à aller plus en profondeur. Je pense que c'est ça qui est important de pouvoir progresser dans ce sens-là. L'eau qui me dit, merci Sylvain, j'ai malheureusement pas bien attendu car ma réception n'est pas bonne et c'est très coupé. Mais j'ai attendu la notion d'être connecté avec une grandeur qui peut faire peur. Ouais, c'est ça, mais là, comme la connexion n'est peut-être pas bonne, je ne sais pas maintenant si elle est mieux pour toi, mais je te répéterai difficilement ce que je t'ai dit par rapport à la question de départ. Mais comme c'est un replay, je t'inviterai donc à reprendre contact avec quand il y aura le replay. Tu vas pouvoir écouter donc doucement l'enregistrement de ce qui était dit et tu vas pouvoir entendre la réponse que je t'ai donnée à ce moment-là. Si tu veux bien, c'est comme ça qu'on pourrait procéder. Ça serait sans doute plus simple comme ça. Marguerite qui me dit, bon, merci Sylvain pour Émilie. Je te remercie Émilie d'avoir bien voulu d'ailleurs participer. Ça me fait toujours plaisir que des gens me participent. Sophie qui me dit, oui, merci Sylvain pour tes encouragements. Ben oui, mais à quelque part, je crois que c'est essentiel finalement de se rappeler qu'on a le meilleur ami qu'on a dans notre vie, là, c'est nous-mêmes. Et malheureusement, on n'est pas toujours amis avec nous-mêmes comme on devrait l'être. Et c'est là quelque part que l'amour de soi devient vraiment importante et la bienveillance. De quelle façon que je peux être bienveillant avec moi-même? De quelle façon que je peux me tendre la main puis jamais me lâcher? C'est une question intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été bienveillant avec moi? Est-ce que j'ai été vraiment un bon ami avec moi? Est-ce que j'ai été un bon collaborateur avec moi? Je pense que c'est des questions qu'on peut se poser régulièrement qui peuvent nous rappeler justement le droit chemin. Le droit chemin, c'est le chemin, quelque part, simplement de je me sens en harmonie avec moi, je me sens en amour avec moi, je suis en paix avec moi. Et je pense que c'est tout ça qu'on a tous envie de développer. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, ça peut être des belles façons de simplement créer une forme d'hygiène de vie, je dirais, pour être capable de se dire, ben oui, aujourd'hui, je suis fier de moi. Ça fait un mois que chaque jour, je prends un temps pour moi, pour me dire que je m'aime, que je suis bienveillante avec moi, que je suis bienveillant avec moi, que je prends soin de moi. Ça serait super. Moi, je pense que ce serait un beau petit défi à relever ça. Marguerite qui me dit, si parfois on a une colère dite saine, et on est heureux par la suite d'avoir eu cette colère quand on a clarifié une situation juste pour soi. Qu'en penses-tu? Ben, c'est super. La colère, qu'est-ce que c'est? C'est un état émotionnel qui veut me transmettre quelque chose. Pourquoi je suis en colère? C'est peut-être parce que j'ai attendu un petit peu trop longtemps pour entendre ce que le corps souhaitait me communiquer. Donc la colère, c'est comme une espèce d'amplification de quelque chose qui est en moi, que je n'ai pas voulu écouter, que je n'ai pas voulu entendre. Et là, à un moment donné, ça explose, ça devient tellement fort, tellement puissant, que je n'ai plus les moyens de contrôler la chose. Donc l'information devient tellement puissante qu'elle se manifeste à moi, se révèle à moi avec une lumière, pourrait-on dire. Et à ce moment-là, bien évidemment, elle me permet quelque part de prendre conscience de quelque chose. Alors, toi, tu dis une chose importante, tu dis une colère dite saine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une colère dite saine? Bien, c'est la colère, quelque part, qui est exprimée. Je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un se met dans une position, quelque part, où il cherche justement, il ne me respecte pas. Cette personne ne me respecte pas. Alors, je peux lui dire une fois, tu ne me respectes pas, j'apprécie pas, j'aimerais ça que tu fasses attention. La personne continue, puis à un moment donné, j'explose, je me mets en colère en lui disant, regarde, ça fait 3 fois que je te dis de me respecter, tu continues à ne pas me respecter, ben moi, quelque part, j'arrête la communication ici, puis quand tu seras prêt à discuter, puis à t'excuser, entre autres, hein, de ce que tu as vécu, ben, on en reparlera. Donc, vous voyez, on pourrait dire que c'est une colère saine, parce que c'est une colère dans laquelle j'ai pris le temps d'indiquer à une personne qui était devant moi qu'il y avait une forme de stress, une forme de sentiment d'attaque que je vivais. Je lui ai dit calmement à 2 ou 3 reprises, puis à un moment donné, j'ai vu que cette personne-là continuait, puis à un moment donné, ben, quelque part, pour lui faire comprendre que je ne trouvais pas ça acceptable, je me suis mis en colère
pour lui faire comprendre que c'était pas acceptable. Donc ça, c'est une colère qu'on pourrait dire dite saine. Puis c'est certain que cette colère-là m'amène à comprendre quoi? M'amène à me dire, mais tiens, j'ai drôlement raison, j'avais drôlement raison de me mettre en colère contre cette personne-là parce que c'est une personne qui ne me respectait pas. Et qu'effectivement, si elle ne prend pas le temps de venir me voir pour s'excuser, ben quelque part, j'avais bien raison de me mettre en colère contre cette personne-là, puis j'avais bien raison quelque part de m'en aller, parce que quelque part, cette personne ne méritait pas, ne mérite pas que je fasse un effort pour elle, parce qu'elle n'est pas prête à faire une certaine réflexion sur sa façon d'être avec moi. Et c'est pour cette raison-là que moi, je ne ferai pas d'effort non plus pour rétablir les ponts parce que je sens que ce ne serait pas sain. Alors, tu vois, c'est un peu comme ça. Tu vois, je te donne un exemple comme ça, Marguerite, mais pour faire comprendre que quelquefois, effectivement, il y a des colères qui sont essentielles et qui sont nécessaires et qui sont directement reliées à la vie qui est en soi. Une colère, finalement, c'est un cri du cœur, souvent, pour me rappeler que j'existe et que je n'ai pas existé pendant trop longtemps. Et la colère, ça vient de quoi? Ça vient du fait que je ne me suis pas écouté pendant un certain temps. Et la colère m'amène à me dire, hey, un instant, j'existe, moi là. J'ai le droit d'exister autant que toi et autant que tous les autres. Et c'est là que la colère va s'exprimer, souvent. Et la colère va s'exprimer d'une façon un peu maladroite, souvent, au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est trop importante, qui s'est accumulée et qui fait que quand ça sort, mais ça sort d'une façon exacerbée, je dirais. Alors, c'est pour ça que le journal intime nous ramène justement à cette idée de bienveillance. Être bienveillant, c'est être bienveillant vers soi-même, se rappeler qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, il y a des choses qui le sont, et qu'à un moment donné, bien, plus on apprend justement à reconnaître ce qui est inacceptable, bien, plus on apprend à réagir d'une façon plus positive et plus évolutive, je dirais, d'une façon plus rapide, pour ne pas sombrer dans ce que j'appellerais une acceptation malsaine. Parce que si j'accepte quelque chose d'une façon malsaine, ça va m'amener inévitablement vers la colère. Parce qu'à un moment donné, je peux être capable de supporter ce malsain-là, donc je vais devoir exploser, tu vois. Donc, Marguerite qui me dit, j'ai arrêté une amitié de 17 ans et j'en ai été si soulagée et bien heureuse car il n'y avait pas assez de respect, effectivement. Mais c'est ça, c'est sûr que, tiens, là, tu parles d'une amitié de 17 ans, on pourrait parler d'une amitié de 30 ans, on pourrait parler d'une amitié de 50 ans. Il n'y a pas la relation, quelque part, qu'est-ce que c'est qu'une relation? C'est deux êtres humains qui se rencontrent et qui vont partager quelque chose ensemble. Partager, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont reconnaître d'une façon bienveillante mutuellement qu'ils ont envie d'être ensemble et de partager quelque chose. Quand le partage n'est plus là, c'est-à-dire que les deux êtres humains ne sont plus en mesure de se retrouver dans cette idée de partage et d'échange, ben quelque part, ça ne mérite plus d'exister. Si on n'est pas on cherche à discuter avec ces personnes-là et qu'on n'est plus en mesure de se retrouver parce que l'échange n'existe plus, ben quelque part, ben on se retrouve dans une position où la relation, ben elle perd de son sens. Alors ça, c'est bien important de se rappeler quelque part que l'idée d'une relation qui a de longues années derrière nous, ben quelque part, c'est aussi une dynamique relationnelle qui s'est mise en place. Et cette dynamique relationnelle-là, souvent au nom d'une amitié de longue date, au nom de souvenirs du passé, etc., on va souvent être très patient et très désireux d'accepter de comprendre. Et souvent, malheureusement, les relations fonctionnent sur un principe de dominant-dominé. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a une certaine personnalité, qui a une certaine volonté de s'imposer, qui est peut-être plus ferme, qui est peut-être plus rigide, et l'autre personne qui va être plus souple. Et il va y avoir une forme d'adaptation qui va se faire, qui va faire qu'il y a une dynamique relationnelle qui va prendre forme. Et c'est important de se rappeler, mais où est-ce que je suis dans cette relation-là? C'est quoi la valeur que je me donne dans cette relation-là? Parce que souvent, on se perd là-dedans. Puis moi, je suis le premier là-dedans, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance justement à donner beaucoup d'importance aux autres, dû à mon travail sans aucun doute. Hein. Mais c'est certain que dans mes relations, c'est quelque chose que je peux facilement faire que de donner plus d'importance à la personne qui est à côté de moi, parce que bon, elle va pas bien, parce que ceci, parce que cela. Et de cette façon-là, mais moi, m'adapter à la relation, et en m'adaptant à la relation, bien, souvent, je vais m'y perdre. Je ne vais pas être gagnant. Alors, j'en suis responsable. Ah, puis ça, c'est important de se le rappeler. J'en suis responsable, mais être responsable ne veut pas dire que je suis coupable. Être responsable, ça veut simplement dire que je reconnais que pendant X temps, je ne me suis pas respecté parce que j'ai voulu plaire à quelqu'un. Et que cette volonté de plaire à quelqu'un, ben, j'en suis responsable. C'est moi qui ai bien voulu faire ça. Donc, la personne a profité du fait que j'étais trop gentil à son égard, par exemple, puis que quelque part, elle en a profité, puis que finalement, c'est moi qui en est responsable. Elle aurait pu réagir aussi, bien sûr, mais moi, j'en suis responsable. Et à partir du moment que je reconnais cette responsabilité-là, ben, je me pardonne. Je me pardonne parce que justement, bon, si j'étais comme ça pendant tout ce temps-là, c'est parce que j'avais certains avantages, même si ce n'étaient pas des avantages qui me permettaient de m'épanouir comme je le voulais, il y avait des avantages à ça, donc je reconnais que je vais me pardonner de ça. J'ai à développer de la gratitude par rapport à ça aussi,
La gratitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement me donner la permission de reconnaître que toute cette expérience-là m'a été favorable, parce qu'aujourd'hui, je prends conscience de quelque chose dont je n'étais pas conscient auparavant. Donc, j'ai de la gratitude pour ça. Puis par la suite, bien évidemment, on va faire une déclaration dans laquelle on va dire, ben voilà ce que je veux dorénavant dans mes relations, dans mes échanges. Et cette déclaration va m'amener à un plan d'action. Le plan d'action, c'est maintenant, je vais mettre en place des actions concrètes, tangibles, qui vont faire que je ne vais plus reproduire les relations que je vivais dans mon passé, que je vais vivre des relations sur un mode différent. Alors ça, c'est toutes des étapes que je viens de vous nommer qui sont vues beaucoup dans l'enseignement de la transformation de l'être. Moi, il y a un premier enseignement que j'ai conçu pour favoriser la transformation de l'être qui permet justement de bien mettre en évidence ces étapes-là pour comprendre justement que chacun d'entre nous, nous avons une certaine responsabilité par rapport à nos expériences de vie et on a à faire des déclarations pour justement signifier en tant qu'être responsable que nous sommes que nous n'avons pas envie d'être une victime, que nous avons envie d'être responsables, que nous avons envie de nous pardonner, d'avoir la gratitude et d'amener une transformation pour amener un changement d'une façon significative dans notre vie. C'est ça un peu qu'on a envie de faire maintenant. Donc, c'est ça un peu que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Il y a Marguerite qui poursuit. Et que peux-tu dire de la peur qui fige les personnes et qui les empêche d'avancer? Trouver la faille pour accéder à la personne. Ben, tu vois, la peur, finalement, si on pense en termes d'énergie, quand on pense à hyperactivité, hein, comme moi je parle beaucoup pour ceux qui me connaissent, d'état énergétique, hein, il y a l'équilibre, des alignements, l'hyper, l'hypo. L'hyper, l'hypo, c'est deux tendances. L'hyper, c'est quelqu'un qui a un champ énergétique qui va émettre vers l'extérieur beaucoup. Hein, l'hyperactif, c'est celui qui s'impose aux autres en quelque sorte. Hein, parce que son champ énergétique émet une certaine forme de lumière très forte vers l'extérieur. L'hypoactif, c'est quelqu'un qui va avoir une énergie qui va être beaucoup plus inhibée, qui va être beaucoup plus retenue, qui va être beaucoup plus dans l'intériorité de son être. Donc, c'est certain que la peur, c'est tout ce jeu-là que je viens de nommer. C'est-à-dire, la peur, c'est un état qui est en moi, qui a envie de s'avancer, qui a envie de progresser, qui a envie de cheminer, mais qui a peur, donc qui reste dans un état où je ne me permets pas de révéler ma lumière. Je ne me permets pas de révéler ma grandeur, finalement. Pourquoi je ne me permets pas? Mais parce que j'ai peur. Et pourquoi j'ai peur? Ben parce que dans la psychologie, il y a souvent des mécanismes psychiques qui me font croire que si je deviens lumineux, ben les gens vont pouvoir me voir comme de telle façon, de telle autre façon. Je ne vais pas bien paraître, les gens vont me juger, vont me critiquer. Alors ça, c'est un autre piège qu'on retrouve souvent dans cette idée de cette émotion de peur. Hein. La peur, c'est un état qui est figé par rapport à mon sens, à moi en tous les cas, souvent associé au fait que je suis hypoactif, donc trop intériorisé, et que je reconnais quelque part en dedans de moi un mouvement qui veut m'amener vers l'extérieur, mais comme j'ai très, très, très peur de m'ouvrir vers cet extérieur-là, ben, je vais me priver quelque part de cette grandeur-là en me disant non, non, je ne vois pas être ça, je ne vois pas être ça, je ne vois pas être ça. Et c'est là que la peur va se manifester, la peur il faut que je me contrôle parce que j'ai peur que les gens voient cette lumière-là, que voient quelque part ma capacité de m'affirmer, ma capacité d'être lumineux, ma capacité d'être rayonnant, ma capacité de penser à moi, ma capacité justement d'être lumineux, justement, d'être à la hauteur de qui je suis. Et ça, souvent, les gens ont peur de cette lumière-là, parce qu'encore là, socialement, il y a deux grandes catégories de gens. Hein. Les gens qui ont pas peur, eux, d'être dans leur ego et de prendre leur place et de manifester, de s'imposer aux autres. C'est plus le type hyperactif. Puis de l'autre côté, celui qui est hypoactif, c'est celui, quelque part, qui va, lui, justement, avoir très, très peur de m'assumer sa grandeur. Parce que lui, il a l'impression, quelque part, qu'il n'a pas droit. Alors, oui, ça, c'est deux grandes. C'est le yin, le yang, en fin de compte. Hein? Et je pense que la peur, ça peut être souvent associé donc à cette dimension plus yin de l'individu. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Marguerite, par rapport à ça. C'est une question encore là qui est un peu générale. Je te réponds de façon un peu générale aussi par rapport à la question. J'espère que ça te sonne des cloches. Et trouver la faille pour accéder à la personne, mais c'est certain que moi, on sent moins une peur, c'est parce qu'il y a quelque chose, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Donc, j'ai peur de reconnaître ma lumière et de la permettre de s'exprimer. Donc, la faille, c'est là qu'elle se situe. C'est souvent relié à l'orgueil. C'est souvent, j'ai peur de montrer qui je suis. J'ai peur que les gens me regardent, me voient. J'ai peur que la personne, quelque part, me pointe du doigt. Alors, c'est souvent là-dessus que ça peut jouer, je pense, la peur, entre autres. Donc, c'est ça un petit peu que j'aurais à te dire par rapport à ça. Et si tu as des commentaires ou des questions, ben, n'hésite pas à me le faire savoir, Marguerite. Donc, voilà. Ben là, je vois qu'il n'y a plus de questions comme telles. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir chacun d'entre vous si vous avez d'autres questions, d'autres réflexions à faire sur les questions que vous m'avez posées. Je vous remercie donc de votre participation.
toujours agréable de pouvoir interagir. OK, donc voilà Marguerite qui me revient. Mais parfois, certaines personnes font beaucoup de travail sur eux, mais pour un problème, ils refusent de se dévoiler. Ouais, mais là, ça se touche. Moi, je vais te dire une petite anecdote là-dessus. Moi, ce que j'ai constaté, que les clients avec lesquels j'ai toujours eu plus de difficultés, c'est souvent les gens qui se disent avoir fait un gros travail sur eux-mêmes et qui se disent être spirituels. Alors, ces gens-là qui s'affirment comme ça, souvent, ce sont des gens qui sont plus difficiles à aborder pour moi, parce que ces gens-là sont souvent sur la défensive, parce que ils ont une conviction qu'ils ont fait un travail sur eux, ils ont la conviction qu'ils sont, entre guillemets, évolués, et inévitablement, le fait que je leur parle, moi, non pas de leur évolution, mais de perturbations qui peuvent exister, ça va souvent les amener à être dans une position, quelque part, de résistance, de non-réceptivité. Parce qu'à quelque part, ils ne vont pas admettre qu'ils ont certains aspects qu'ils croient avoir travaillé, qui n'ont peut-être pas complété ou qui n'ont peut-être pas complètement réalisé, etc. Donc souvent, ça va créer une situation euh, qui va être un peu plus complexe au niveau de l'échange. Et souvent, ben, évidemment, la meilleure façon de régler ça, c'est de complimenter, hein, quelque part. Hein. C'est de commencer vraiment avec une appréciation, quelque part, du travail qui a été fait, qui leur permette justement donc de sentir une valorisation. Parce que malheureux comme ça, hein, mais on est tous à la recherche de la valorisation et c'est très important, évidemment, que quand on a une démarche intuitive, qu'on est un thérapeute intuitif, qu'on ne cherche pas justement à, comment dire, à bousculer quelqu'un pour le bousculer, mais qu'on cherche au contraire à lui donner une lumière, de le mettre en lumière en fin de compte, de lui montrer sa lumière. Et je pense que le décodage des programmations et soins, c'est une belle façon de mettre en lumière parce qu'on ne reste pas dans des états négatifs. C'est-à-dire que si je vois, par exemple, chez une personne une blessure qu'elle a vécue à l'âge de 8 ans, dans son propre champ énergétique, mais le fait de faire du décodage, de la déprogrammation des soins, vont tout de suite m'amener vers le regard de l'évolution de la personne, c'est-à-dire de lui montrer qu'il a vécu quelque chose à cet âge-là, mais qu'effectivement, il est dans un processus d'évolution, et ce processus d'évolution va l'amène vers un nouvel état. Et je pense que c'est important, quelque part, de toujours avoir cette vision d'information qui peut être limitative. Une information limitative, pour moi, c'est une information qui se répète. Hein, quand moi j'ai plus 8 ans, mais si j'ai dans mon champ énergétique une expérience de moi à l'âge de 8 ans, ça veut donc dire que ça, c'est une mémoire limitative. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui n'est pas actuelle, puisque j'ai dans le champ énergétique cette mémoire-là à 8 ans, mais elle est encore présente dans mon champ, donc elle a encore un impact émotionnel sur moi. Donc, tant et si longtemps que je ne travaille pas sur cet impact émotionnel-là, ben, quelque part, je suis un peu prisonnier de cette mémoire-là. Puis cette mémoire-là m'empêche finalement de pouvoir accéder à une transformation que je jugerais comme étant importante sur mon être. Alors, c'est ça un peu qui est souvent, qui est important de saisir, c'est que même une personne qui a fait un gros travail sur elle-même, elle peut penser, elle peut se percevoir ailleurs, mais fondamentalement, dans son propre champ énergétique, le travail qu'elle a fait est encore est réel. Il peut être très réel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a digéré toute l'expérience et qu'elle est passée vraiment ailleurs. Il y a encore des choses qu'elle peut intégrer d'une façon encore plus positive, plus évolutive, qui va lui permettre de se dégager véritablement de toutes ces blessures qu'elle peut avoir. Hein, parce que nous, en tant qu'être humain, on a très vite envie de passer à autre chose. Malheureusement, dans le champ énergétique, les traces psychiques, les traces mémorielles peuvent être encore présentes, même si on a l'impression, nous, d'être ailleurs. Et c'est souvent ça qui peut être un déphasage également dans un travail intuitif. C'est pour ça que c'est si important de vraiment mettre en évidence cette notion de bienveillance. On n'est pas là pour juger quelqu'un, on est là pour la faire avancer, progresser, cheminer. On lui tend la main, puis on lui montre à quelque part le chemin, tout en lui faisant comprendre à quelque part tous les éléments positifs qu'elle a pu parcourir dans son cheminement jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, Marguerite ou d'autres personnes? Mais tu vois, le problème de se dévoiler, refuser de se dévoiler, c'est clair que quand on refuse de se dévoiler, c'est parce qu'à quelque part, on a reconnu qu'on avait une certaine évolution, mais qu'il y a des facettes de soi qu'on a cachées, qu'on a décidé de cacher parce qu'on n'est pas à l'aise avec. On n'est pas en harmonie avec. Alors, refuser de dévoiler quelque chose indique bien qu'on n'est pas à l'aise avec. Alors, quand on est dans une position où on fait un travail sur soi, on est capable de verbaliser
tout ce qu'on a fait parce qu'on est dans une position de libération, on est dans une position de liberté, on est dans une position de reconnaissance de quelque chose qui était là, mais qui n'est plus là. Donc, on peut en parler ouvertement puisqu'on est conscient qu'on est en train de cheminer ailleurs. Tu vois, c'est ça un peu l'idée. Tu poursuis en disant les secrets de famille à révéler à l'entourage semble impossible pour eux. Est-ce nécessaire de lui montrer que ce serait bien pour la descendance? Ben, tu vois, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est la notion de secret de famille. Tu vois, c'est déjà quelque chose, c'est quelque chose d'important à préciser ce que c'est qu'un secret de famille. Parce qu'un secret de famille, ça indique secret. Et un secret de famille, ça indique, par exemple, moi, en tant que thérapeute intuitif, je peux donner de l'information à quelqu'un. Cette information que je vais lui donner pourrait m'amener à me dire, mais tu vois, il y a un secret de famille, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Si mon partenaire ne se souvient pas de ce secret de famille-là, déjà en soi, ben, il faut à quelque part déjà relativiser ce secret de famille-là parce que j'en parle parce que je sais que des gens, que j'ai vu ça souvent, moi, des gens qui vont dire ah, ben, j'ai fait une constellation, j'ai fait un truc, un truc, un truc, et puis finalement, on m'a dit des choses, j'en ai aucun souvenir, j'ai aucune information à ce sujet-là, mais quelque part, on m'a dit que, par exemple, mes parents m'avaient abusé de moi, par exemple. Alors évidemment, si j'ai aucun souvenir de ça, ben, il faut faire attention. Un secret de famille, quelque part, ça implique qu'il y a donc un secret, d'accord? Mais ce secret-là, il faut que moi, je sois capable de le conscientiser, que je sois capable d'arriver à une certaine forme d'intégration dans mon être de ça, pour être capable ensuite d'affirmer qu'il y a un secret de famille que je suis porteur, dont j'ai été témoin, donc que j'ai subi, etc. Si c'est pas là, ben, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que justement, on ne peut pas, nous, en tant que thérapeute intuitif, par exemple, identifier un secret de famille qui n'est pas identifié par notre partenaire. On doit faire attention à ça parce qu'évidemment, ce qu'on perçoit, nous, peut être des atmosphères, ça peut être des énergies, ça peut être des sensations, ça peut être des impressions que les gens ont vécues, mais on n'est pas là pour déterminer effectivement si ça a vraiment eu lieu ou pas. Il faut que notre partenaire soit capable de nous aider dans ce sens-là pour éviter justement d'amener des gens vers des fausses pistes, hein, parce qu'il y a des dangers associés à ça, évidemment. Ensuite, la première chose que j'aurais envie de te dire concernant les secrets de famille, bon, les secrets de famille à révéler à l'entourage semble impossible pour eux. Mais encore là, évidemment, il faudrait déterminer pourquoi. Et quand on dit semble impossible pour eux, pourquoi c'est impossible pour eux? Peut-être parce que justement, d'une part, ça pourrait toucher leurs frontières, leur perception d'eux-mêmes. Hein, par exemple, si tu dis, ah, ben, j'ai un secret de famille qu'il faudrait que tu révèles à ton entourage, et que pour eux, c'est impossible parce que ce secret de famille-là démolirait complètement leur identité, leur personnalité, tout ce qu'ils sont construits dans leur vie tourne autour d'une certaine image, et que révéler ce secret de famille-là, ce serait de détruire l'image qu'ils ont construite. Alors, on comprend un peu plus maintenant pourquoi c'est si difficile pour cette personne-là d'arriver à être capable de le faire. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant chercher à faire? C'est de comprendre que si elle n'est pas capable de le faire, c'est peut-être que derrière ce secret de famille-là se cache une fragilité au niveau de son identité. Ça veut donc dire quelque part qu'elle aura avantage, cette personne-là, et tu aurais avantage aussi à lui tendre la main. Lui tendre la main et dire, regarde, je comprends quelque part que tu ne sois peut-être pas capable de faire ça parce que tu as de la souffrance. Tu as de la souffrance qui est derrière ça. Et cette souffrance-là, effectivement, t'amène, toi, à te sentir fragilisé dans ton désir de pouvoir donner un sens ou une expression à ta propre vie, puis que tu n'es peut-être pas capable de le faire. Et c'est peut-être normal à ce moment-là de lui tendre la main et de lui montrer justement que c'est peut-être normal qu'elle ne se sente pas capable parce que justement c'est trop bouleversant, c'est trop déracinant, c'est trop déstructurant. Donc il va falloir effectivement lui permettre de travailler là-dessus pour qu'elle soit plus en paix avec le secret, pour qu'elle soit capable de se sentir plus solide, pour être capable de l'assumer. Et ça, c'est une démarche qu'il ne faut pas négliger aussi, je dirais. Est-ce nécessaire de lui montrer que ça serait bien pour la descendance? Oui, c'est sûr que c'est nécessaire. Sauf que si la personne ne se sent pas, il faut comprendre quelque part, il faut pas oublier les étapes. Cette étape-là où on prend conscience qu'il y a un secret de famille qui a pu bouleverser le champ énergétique d'une personne, ben, ce secret de famille-là, quelque part, qui est bouleversant, ben, modifie le champ énergétique, peut maintenant entraîner des perturbations, puis peut déséquilibrer complètement l'être que nous sommes. Donc, il faut maintenant reconstruire l'être que nous sommes avant de passer à l'étape de pouvoir être capable de le transmettre, de pouvoir commencer à le verbaliser
pour faire un changement concernant la descendance. Donc, je pense qu'il faut bien reconnaître chacune des étapes. Mais si la personne le révèle dans un soin, est-ce mieux ou nécessaire qu'elle le révèle à sa famille? Ben, tu sais, on n'a pas, nous, on n'a pas à nous à demander à quelqu'un de faire quelque chose que ça ne se sent pas capable de faire. Première chose. Deuxième chose, c'est que si elle nous l'a révélé à nous-mêmes, OK, c'est déjà important, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'il faut nous évaluer, c'est en quoi ce secret de famille-là touche cette personne-là. Parce que là, tu vois, cette personne te donne une information, elle te révèle dans un soin quelque chose, un secret de famille. Maintenant, bon, là, je ne connais pas la situation, mais supposons que cette personne-là, elle a entendu un médium lui dire un secret de famille qui est en elle, puis qu'elle te le fait part à toi, mais un peu comme ça, pour partager, pour se mettre dans une position un peu de victimisation, et que finalement, elle n'a aucun souvenir de ça. Donc, à quelque part, toi, tu peux prendre ça au sérieux en te disant, oui, il faudrait que tu le dises à la descendance, mais pour elle, ça n'a peut-être pas d'incidence. C'est un exemple que je donne, mais pour faire comprendre quelque chose, c'est que moi, j'ai observé souvent que les secrets de famille, c'est un peu c'est devenu des fois un peu comme on lance un peu des informations là-dessus sans. Il faut vraiment être, avant d'aborder cette notion de secret de famille, il faut être capable de comprendre qu'un secret de famille, si une personne le partage avec quelqu'un, c'est parce que quelque part, elle porte un secret de famille en elle pour vraiment. Alors, ce secret de famille-là, ça veut donc dire qu'elle a souvenance de quelque chose qui l'a traumatisé et qui est un secret de famille qu'elle porte en elle. Et ce secret, maintenant, à partir du moment que ça a été dit, mais il faut évaluer de quelle façon ce secret de famille-là perturbe cette personne-là. De quelle façon que ça le perturbe, ça veut dire que si elle t'a partagé ça, c'était sans doute parce que c'était important pour elle et que, en tant que thérapeute intuitif, tu es en mesure de pouvoir justement accompagner cette personne-là dans la souffrance que ça a pu générer chez elle, ce secret de famille-là, pour qu'elle puisse faire la paix avec. Et ça, ce n'est pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche intuitive, c'est une démarche émotionnelle, c'est une démarche vraiment de guérison, en fin de compte, que tu vas entreprendre avec elle. Et ça, je pense que c'est important avant même d'aborder cette notion de descendance, parce que la descendance, c'est vraiment un peu comme dans la notion de performance. C'est un peu comme si tu dirais à quelqu'un, ben voilà, tu as un secret de famille, il va falloir que tu le dises à ta descendance. Mais non, tu as un secret de famille, ça a complètement bouleversé ta vie, ça a complètement détruit ton identité, tu vas reconstruire ton identité, tu vas faire la paix avec elle, avec ton être, tu vas faire la paix avec ce secret de famille-là, et ensuite, si tu te sens prête, tu pourras ensuite le transmettre à la descendance, l'exprimer à la descendance pour t'en libérer, si c'est nécessaire, parce que des fois, le simple fait de transformer notre être va complètement transformer notre relation avec notre entourage. On n'a pas besoin à ce moment-là de pouvoir justement verbaliser ça aux gens. On sait que quand on fait un travail intuitif, par exemple, moi j'ai vu ça souvent, des gens quelque part qui font un travail intuitif sur leur relation les relations quelque part, des perturbations qu'ils pouvaient avoir avec des gens de leur entourage, ou même les changements qu'eux-mêmes font avec eux-mêmes en faisant un travail sur eux-mêmes, amènent des changements dans la relation qu'ils ont avec les autres. Donc, tu vois, c'est pas toujours nécessaire de transmettre à tout prix verbalement les choses aux gens. En fin de compte, on peut très bien, avec un travail sur soi, faire la paix avec soi, et parce qu'on est en paix avec soi, on n'est plus dans une relation où on porte quelque chose qui nous perturbe, qui va perturber notre entourage. On s'est au contraire dégagé et parce qu'on s'en est dégagé, ben, tous les autres autour de soi se trouvent dégagés également. Voilà. Donc voilà. Donc tu me remercies, donc je te remercie aussi. Donc je pense que ça peut être qu'on a fait un petit peu le tour du sujet, comme on dit. Alors donc voilà. Ben, je vous remercie à tous d'avoir bien voulu participer à ce petit échange qui était bien sympathique. J'espère que vous avez apprécié. Bien évidemment, il y en aura d'autres, hein, bien sûr, puisque c'est l'objectif, en fin de compte, de pouvoir échanger comme ça. C'est toujours sympathique pour moi de le faire avec des gens qui ont un intérêt de le faire aussi. Donc, je vais vous relancer, hein, je vais vous donner des informations à ce sujet-là bientôt pour les prochains rendez-vous, si cela vous dit, pour une suite à tout cela. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée pour les gens en France, une belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Il fait soleil ici au Québec, il commence à faire chaud, mais un petit peu plus chaud qu'avant, du moins. Donc, ça va être bien. Et puis, je vais donc vous souhaiter de prendre soin de vous et de profiter de cette occasion, justement, qui peut être une occasion qui peut être perçue comme bien, bien sombre pour certains, mais peut-être voir ça d'une façon plus lumineuse pour se rappeler que c'est peut-être l'occasion pour porter un regard sur soi, un regard sur soi qui est un regard lumineux, un regard positif, un regard évolutif, un regard où on sourit la vie à l'intérieur de soi, puis on lui donne l'occasion, justement, d'émerger davantage. Alors, c'est ça que j'aurais envie de vous souhaiter à chacun d'entre vous pour cette occasion. Alors, je vais m'arrêter ici, mais Francesca, ça me fera plaisir. Donc, si tu as envie de reprendre contact avec moi.
Merci à toi Franck, merci à toi Sophie, merci à toi tous les autres. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Vous allez avoir des replays sur ma page sur YouTube, donc n'hésitez pas d'aller la revisionner pour ceux qui n'auraient peut-être pas très bien entendu pour le son entre autres. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.